Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition ce soir. Les titres. Baccalauréat 2026, top départ donc pour cette édition au lycée Seydou Nourou Kane. Aucun incident majeur n'a été signalé. Toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement des examens. Le collectif des ex-travailleurs des bases militaires françaises fustige l'attitude des autorités en prenant cette décision donc de renvoyer les bases françaises chez elles. Ils estiment que plusieurs chefs de famille se sont retrouvés sans emploi et dans une situation précaire. Ils demandent aux autorités de prendre des mesures pour les soutenir. Dans cette édition également, nous allons nous rendre à Mour où le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest s'est penché sur la conformité en matière donc de blanchiment de capitaux, de lutte contre le terrorisme mais également le terrorisme. Cette année, la thématique de ce qu'a tenu est transformer la conformité, intégration de la gouvernance, de la gestion des risques d'entreprise et de la lutte contre le blanchiment de capitaux, contre le financement du terrorisme et contre bien sûr le financement du terrorisme, contre le financement de la prolifération. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Coup d'envoi des épreuves du baccalauréat 2026 au lycée Seydou Nourou Kane, l'un des centres d'examen. 436 candidats ont donc entamé les épreuves du baccalauréat. C'est pour garantir toutes les dispositions ont donc été prises pour un bon déroulement des épreuves selon l'administration. Aucun incident majeur n'a été noté. Je vous propose de suivre ce reportage signé Daouda et Seleman Diallo. Au lycée Seydou Nourou Kane, 436 candidats ont entamé les épreuves du baccalauréat, répartis dans les différentes séries littéraires et scientifiques. Selon les autorités, toutes les dispositions sont mises en place pour garantir le bon déroulement des examens. Nous avons 436 candidats répartis en 5 séries. Pour les séries littéraires, nous avons la philosophie qui s'est déroulée ce matin, donc de 7h30 à 11h30. Et pour les séries scientifiques, c'est les sciences physiques qui se sont déroulées. Nous avons dans chaque salle minimum 2 surveillants. Dans d'autres, nous en avons 3 d'ailleurs. Nous avons aussi la présence des forces de l'ordre dans le centre. À l'issue de la première épreuve, cet élève de Terminal L se montre rassuré. Il revient sur les matières du jour et estime que l'épreuve de philosophie était à la portée des candidats. Composé sur la philosophie, on a eu 3 sujets abordables qu'on a fait en classe. On a eu philosophie et sciences comme commentaire. On a eu aussi le pouvoir comme dissertation et l'homme vertu et la loi. C'est abordable. Même optimisme chez son camarade de Terminal L1A. Lui aussi juge le sujet de philosophie abordable et espère poursuivre les prochaines épreuves avec la même confiance. Bon, pour le moment, on n'a fait qu'une seule épreuve et c'est la philosophie. Bon, il y a le domaine 1, mais aussi il y a le domaine 1 parce qu'il y a des sujets qui parlent de la philosophie et sciences, mais il y a des sujets aussi qui traitent les lois. Ça a été abordable. On a bien préparé l'examen, on a bien révisé, mais ça a été abordable. Les épreuves du baccalauréat se poursuivront dans les prochains jours sur l'ensemble du territoire national sous la supervision des autorités éducatives avec l'espoir pour chaque candidat de décrocher le premier diplôme universitaire. Et puis à Matam, 100 090 candidats, dont 64,26 des filles se sont présentées pour les épreuves du baccalauréat. L'adjoint au gouverneur, Tafsir Babane, qui est accompagné d'une délégation des autorités éducatives, ont sillonné les lycées de Matam, Ourossogui, mais également de Ogo. Selon l'adjoint au gouverneur, les épreuves se déroulent normalement
Il a insisté également sur l'interdiction des téléphones portables dans les classes. Selon lui, la règle est claire cette année. Aucune utilisation du téléphone portable ne saurait être tolérée. Tafsir Baban, gouverneur de la région de Matam, est ici au micro d'Amoudou Mardialou. Dans l'ensemble des centres où nous sommes passés, nous sommes vraiment rassurés quant à l'effectivité du démarrage, du très bon démarrage, la présence de tous les élèves. Il y a très peu d'absents. En tout cas, tous les élèves sont bien présents, les surveillants, les examinateurs, tout le monde est sur place, les forces de défense et de sécurité. En tout cas, tous les engagements qui avaient été pris lors de la rencontre préparatoire de ces examens-là ont été bien respectés par tous les acteurs. Et c'est le lieu, en tout cas, pour nous de féliciter tout le monde pour l'engagement, notamment la communauté, parce que partout où nous sommes passés, la communauté, à savoir les parents d'élèves, la Croix-Rouge, les mouvements de jeunes sont mobilisés pour permettre aux élèves de pouvoir composer dans de très bonnes conditions. Et nous espérons en tout cas que cela va continuer pour l'ensemble des autres épreuves, pour les autres jours, et que à la fin, nous ayons de très bons résultats. La sensibilisation, c'est fait. Nous avons en tout cas utilisé tous les supports possibles pour parler aux élèves, leur dire que l'usage du téléphone ainsi que de tous les autres appareils connectés est formellement interdit. L'élève qui est pris avec un téléphone ou tout autre appareil connecté risque l'exclusion. Donc, c'est une question de 2-3 jours. Vous pouvez en tout cas vous passer de ces appareils-là, faire tranquillement vos épreuves et à la fin récupérer votre appareil. Et en tout cas, nous remercions les parents d'élèves qui ont fait un excellent travail en amont pour parler avec les élèves, les sensibiliser, leur dire que l'usage du téléphone ainsi que les appareils connectés sont interdits. Et dans tous les centres où nous sommes passés, il n'y a rien à signaler pour le moment. Je le disais en titre, les ex ou le collectif des ex-travailleurs des bases militaires françaises fustigent la démarche des autorités sénégalaises. Selon les membres du collectif, les autorités ont commis une erreur en donc renvoyant ces bases militaires françaises. C'est plusieurs centaines de pères et de mères de famille qui ont perdu leur travail. À cela s'ajoutent les conditions difficiles dans lesquelles ces ex-travailleurs sont. Ils invitent les autorités à se pencher sur leur situation. Djibril Gabissaro, Salman Dion. Un an après le retrait des bases militaires françaises au Sénégal, le collectif qui regroupe les ex-travailleurs de ces bases militaires vent debout refuse d'être l'agneau du sacrifice. Et nous refusons également que notre silence soit interprété comme de la résignation. Nous refusons que notre patience soit interprétée comme de l'indifférence. Nous refusons que notre dignité soit sacrifiée sur l'autel des grandes décisions stratégiques. Ces travailleurs exigent la reconnaissance du travail accompli par d'une décision aux conséquences multiples qui a plongé de nombreuses familles dans la précarité. De nombreuses familles ont perdu leur couverture médicale. Des parents éprouvent d'énormes difficultés à assurer la scolarité de leurs enfants. Des travailleurs font face à des loyers impayés et à la menace permanente d'expulsion. Des camarades subissent les pressions quotidiennes des établissements bancaires en raison de crédits contractés alors qu'ils disposaient encore d'un emploi stable. Le député Pape Djibril Fall, venu se joindre à la lutte, interpelle le chef de l'État pour qu'une solution soit trouvée afin de soulager ces pères de famille. Donc je réitère appel bi ngeen def léegi dama ci joindre sama voix pour demander au président de la République de faire ce qu'il a à faire. La vraie rupture, c'est de trouver du travail décent aux gens. Wala nga consolider liggéey yi nga fi fekk. Ces ex-travailleurs regroupés en collectif réclament le respect de leurs droits, la mise en place d'un cadre de concertation qui réunit les parties concernées, mais aussi la mise en œuvre de mesures d'accompagnement afin de restaurer leur dignité.
Djibril Gabi Sakho, parlons tout à fait d'autres choses. Hambourg, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, Djaba, a donc tenu un sommet régional sur la conformité. Cet atelier, placé sous le thème transformer la conformité, intégration de la gouvernance de la gestion des risques d'entreprise et la lutte contre le blanchiment de capitaux, contre le financement du terrorisme, contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Les acteurs sont largement revenus sur les défis à relever par rapport à toutes ces questions, notamment liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. L'un des objectifs majeurs de ce sommet sur la conformité est de renforcer la collaboration entre les secteurs publics et privés afin d'améliorer les mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et l'organisation de l'atelier de cette année sur la conformité, c'est juste de renforcer cette relation-là entre les deux secteurs publics et privés. Et comme vous le savez, les responsables de conformité constituent la première ligne de défense dans les institutions pour les protéger contre les phénomènes d'argent sale. Face aux nombreux défis qui persistent, le directeur général du Djaba appelle à une rupture avec certaines pratiques habituelles afin d'adopter des approches plus innovantes et plus efficaces. Il y a des défis. Donc l'essentiel, c'est l'amélioration continue des processus. Et comme vous l'avez entendu dans les discours, nous devons nous départir de ce que nous avons l'habitude de faire parce qu'il y a la technologie qui est maintenant impliquée. Et cette rencontre-là permet de pouvoir maintenant avoir les outils pour nous améliorer une fois de retour. À l'issue de cette rencontre régionale, les participants espèrent aboutir à des recommandations et à des changements susceptibles d'améliorer durablement les mécanismes de conformité et de gouvernance. Donc, il s'agit d'un partage d'expériences et à la fin, il y aura des connaissances qui vont être partagées. Et donc, nous avons réuni ensemble des experts chevronnés. Et donc, il faut qu'au retour dans leur État membre, que les experts participants puissent initier le changement attendu pour l'amélioration des processus. Les différentes parties prenantes réunies à Sali auront l'opportunité de renforcer la coopération, la coordination et l'engagement entre les secteurs publics et privés afin de mieux faire face aux risques émergents liés à la lutte contre le blanchiment des capitaux, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive. Montagakan pour ce qui est sur la conformité. Retenez que les acteurs estiment être dans une bonne dynamique, notamment au Sénégal et dans la sous-région, où des mesures ont été notamment prises par les autorités et des États donc de cette partie de l'Afrique. La sortie du Sénégal de la liste grise est une parfaite illustration, mais des défis également restent à relever. Voici les explications de Kadidiatou Fayez Fall Diop. Elle est la secrétaire générale de la Santif Sénégal, d'ici au micro de Moutagakan et de Mamoudouba. Oui, les succès, dans la sous-région, ils sont nombreux. Peut-être je vais prendre le cas particulier du Sénégal que je connais le mieux. Mais dans la sous-région, tous les dispositifs se sont améliorés fortement. Pour preuve, comme je disais tantôt, les sorties de liste grise, tous les dispositifs ont été passés au peigne fin par la communauté internationale avec le Djaba, avec le GAFI et avec les experts internationaux. Mais pour le cas spécifique du Sénégal, avec la sortie de la liste grise sur la période de 2021 à 2024, on peut en dénombrer énormément. D'abord, on a pris une trentaine de textes qui nous permettent d'être aux normes au niveau de la conformité. Et le texte phare, c'est la loi 2024-8 du 14 février 2024 qui a été prise, qui est vraiment notre baromètre. Une trentaine de textes, décrets, règlements, instructions. Nous avons également mis en place au niveau opérationnel pour l'efficacité d'autres éléments. Le pôle judiciaire a été créé, l'Office national de recouvrement des avoirs criminels a été mis en place. Au niveau de la Santif également, des mécanismes d'opérationnalisation ont été mis en place comme des outils pour recueillir les déclarations d'opérations suspectes, mais également les déclarations de transactions en espèces.
À Kaffrine, 200 tonnes de chaux et 200 tonnes de phosphate ont été réceptionnées dans le cadre de l'amélioration des sols et des rendements agricoles. Une initiative qui va, selon les acteurs de l'agriculture, positivement impacter la production. Ils demandent toutefois à l'État d'augmenter la quantité à 500 tonnes au minimum, mais également à élargir la dotation à toutes les communes du bassin arachidie. Je vous propose de suivre les explications de Cheikh Tidiane Cissé. Il est le secrétaire général des paysans du bassin arachidie. Il est ici au micro de Boubacar Falbop. L'État est en train de ressusciter les fondamentaux de la politique agricole. La fertilisation des sols. L'ISRA est encore là pour faire vraiment les semences de qualité, mais aussi les cribos sont sortis. Et je pense que c'est des aspects qui sont très importants pour le développement agricole. Mais pour ce qui concerne le phosphate et le chaux, je pense que c'est quelque chose de très indispensable parce que comme vous le savez, le chaux est là pour apporter des corrections au niveau des sols, mais le phosphate est aussi pour le développement des plantes. Donc je pense que c'est un programme très important. Donc nous demandons à l'État de faire de son maximum pour agrandir ça au niveau des autres communes et que nous pensons que même les régions centres, les régions du bassin arachidier doivent être tous concernés avec les régions centres. Si on traite les terres, je pense que ça peut améliorer la production agricole. Nous demandons à l'État de faire de sorte que toutes les communes des régions centres aillent au minimum 500 tonnes en chaux et en phosphate confondus. Un mot de politique dans cette édition, le maire de Nguelou, c'est dans le département de Nguinguinéo, a réagi après cette polémique née de l'adoption de la loi portant réforme constitutionnelle. Dame Diop appelle le président de la République et le président de l'Assemblée nationale à faire preuve de maturité républicaine. L'édile les invite à dépasser les considérations politiciennes et partisanes. Selon lui, le respect des institutions de la démocratie et des promesses de rupture faites aux Sénégalais doivent primer sur les intérêts personnels afin, dit-il, de garantir la stabilité du pays. Dame Diop est maire de Nguelou. Il est ici au micro de Sékou Diallo et d'Astoubaï. Le Sénégal d'abord. Je demande qu'on donne beaucoup plus d'importance aux Sénégalais, à l'État du Sénégal, à l'aspect républicain, à la démocratie. Si ça, on les prend en considération, quelle que soit l'issue, il n'y aura pas de problème. Mais si ce sont des intérêts crypto-personnels ou partisans et autres, ça ne nous amène nulle part. Et je crois qu'on est à un niveau où on doit dépasser cela. Le président Diomaye, le président Sonko ont été choisis par la population pour mener la transformation ou bien ce que nous avait proposé, la rupture intégrale. Donc, si chacun se remémore chaque fois que c'est l'intérêt exclusivement des Sénégalais et la promesse qu'ils avaient promis, Djoubanti, qui est en leur tête et leur veto, il n'y aura pas de problème. Mais si jamais on tourne sur des affaires partisanes et autres, ça ne peut pas nous amener plus loin. Donc moi je conseille que l'on donne beaucoup plus d'importance pour le Sénégal, la démocratie et la République. L'association Refusquoise pour le transport et la logistique réfléchit sur le rôle des populations locales dans la valorisation des compétences et ressources nationales. Cette année, la thématique retenue est pétrole-gaz, contenu local au Sénégal. Quel modèle de financement pour le projet Yakar Teranga? Les acteurs veulent également anticiper et mieux sensibiliser les populations par rapport à l'exploitation du pétrole et du gaz. Voici les explications d'Adamandong. Il est manager dans le pétrole et le gaz. Il est ici au micro de Babacar Seck. Pour à la contribution des Sénégalais, dans un premier temps, on a parlé ici de capital humain, de capital financier, comment financer le projet, mais de capital humain surtout. Et quand on parle de capital humain, on parle du contenu local, de la capacitation de nos jeunes, des Sénégalais. Donc les Sénégalais, on a comme enjeu, comme défi, d'être capacités, d'être outillés afin de contribuer à ces projets pétroliers-là. C'est-à-dire faire des certifications techniques, maîtriser la langue du secteur, mais se former surtout dans des domaines bien spécifiques du secteur de l'oil and gas. Que ce soit dans le secteur amont du pétrole, c'est-à-dire tout ce qui est exploration, les géologues et tout ça,
pouvoir développer les études à ce niveau, dans le domaine du midstream, notamment le stockage, le raffinage et tout, et dans le downstream, qu'il s'agit de la distribution de ces produits-là, mais aussi de la transformation des produits dérivés des produits pétroliers et gaziers. Par exemple, si on prend le gaz, par exemple, l'État ambitionne ça a été déjà créé, une structure, une entreprise qui fait la transformation pour avoir de l'urée. Donc ce qui va développer un peu l'agriculture. Donc pour dire qu'il y a pas mal d'axes et de leviers qui permettent aux Sénégalais lambda de participer dans ces secteurs-là, comme je l'ai dit, en se formant d'abord par la capacitation et les habilitations, ensuite en contribuant, comme le panéliste vient de le proposer, par le financement participatif, de pouvoir financer. Le modèle de gestion du bluff en matière de protection de l'environnement pourrait faire école. Le directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte plaide pour une meilleure protection des forêts classées contre les coupes de bois, mais également les feux de brousse. Dr Sekouna Diatta appelle également à intensifier les campagnes de reboisement afin de restaurer durablement les écosystèmes. Des propos tenus à l'occasion de la 2e édition du Forum du Bluff. Je vous propose de suivre les explications de Sekouna Diatta. Il est le directeur général de l'Agence sénégalaise de la Grande Muraille Verte et de la reforestation, ou de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Il est ici au micro d'Hassan Ba et de Daouda Sambo. Oui, la Grande Muraille Verte, l'Agence sénégalaise de la reforestation de la Grande Muraille Verte, justement, a comme porte d'entrée dans ses activités les collectivités territoriales. Et c'est pourquoi le Boulouf nous intéresse particulièrement, parce que nous avons là 2 particularités. La première n'allait pas forcément, l'intercommunalité. Mais la deuxième, c'est que nous avons la chance d'avoir une forêt classée, qui relève de la gestion de la direction des forêts, mais qui se trouve au cœur des collectivités territoriales. Alors nous nous sommes interrogés, quelle est notre part dans cette gestion-là? Nous en tant qu'élus, mais aussi nous en tant que population. Et c'est ainsi que nous avons pensé que le modèle du Boulouf peut servir plus d'un. Et vous savez, au Sénégal, particulièrement en Casamance, il y a 2 phénomènes liés à la dégradation de nos écosystèmes, à savoir la coupe de bois, qui relève d'activités humaines, mais aussi les feux de brousse. Je laisse de côté le phénomène de salinisation, parce que là, nous subissons ce phénomène-là. Mais la coupe de bois et les feux de brousse sont l'émanation de l'homme. Et donc, nous pouvons axer la sensibilisation sur ce volet-là. Nous faisons un reboisement linéaire tout au long de la boucle du Boulouf. Et d'ailleurs, nos parents des Kalounaï, qui ont une très jolie boucle, nous demandent justement de faire autant, parce qu'ils ont vu ce que nous avons fait ici. Mais nous n'allons pas nous arrêter là, parce que ce reboisement-là aussi, nous l'avons fait dans la commune de Oulampan. Et je salue la présence ici du maire de Oulampan. Vous savez, quand quelqu'un parle de Oulampan, si vous connaissez bien la géopolitique au niveau du Sénégal, vous savez que c'est des zones frontalières avec la Gambie. Et qui dit frontalière avec la Gambie, vous savez que dans cette zone-là, l'écosystème est très, très malmené. Le ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire a inauguré un incubateur social et solidaire de Thiaroye-Gare, une infrastructure qui a pour objectif donc de renforcer l'autonomisation économique des femmes et des jeunes à travers l'accompagnement de projets innovants et générateurs de revenus. Les autorités ambitionnent de faire de l'économie sociale et solidaire un levier de développement inclusif au service des communes locales. Dr Alioune Dione, ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, il est ici au micro de Cheikh Maguette Maye. La boutique, ce sont les initiatives économiques. C'est 3 concepts, comme vous le voyez. C'est le développement systémique qui passe par une conjugaison, une articulation entre les structures ou bien les populations et les communautés, les ressources, la richesse et l'environnement, le territoire. Cette vision trace la voie vers un modèle économique, souverain, équitable et résilient
fondée sur la participation citoyenne, la justice sociale et la territorialisation des politiques publiques. Nous devons savoir que le développement à la base suppose une création de richesse qui permet d'avoir une économie inclusive et soutenue. L'économie sociale et solidaire est une économie de la citoyenneté. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur les antennes. Dites, je vous donne rendez-vous juste après, bien sûr, cette édition, après la page publicitaire, dans notre émission, l'invité de la rédaction. Je reçois ce soir Kabadiao. Il est membre du Cercle des cadres de la République des valeurs. Nous allons bien sûr parler de ce qui s'était passé à l'Assemblée ou de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avec l'adoption donc de la réforme constitutionnelle. Nous allons parler de l'ASER, nous allons parler de la République des valeurs et d'autres questions relatives bien sûr à l'actualité et à la politique. À tout de suite.